Vous le savez, du festival Alternativa Léman. Nous sommes des proies consentantes de la grande malédiction touristique. Et c'est terrible, parce qu'il n'y a pas de coupable. Personne ne peut dire « le touriste, c'est l'autre », puisque le touriste, c'est vous, c'est moi, c'est vous. Ce tableau sombre, à bras culpabilisant, il faut l'avouer, de l'industrie du voyage, eh bien, c'est le philosophe français Alain Finkielkraut qui le dressait il y a quelques mois. C'était dans un reportage de Télérama. Et c'est vrai que ce démon de l'évasion, de la découverte, de l'exploration ou de la détente et du délassement, il habite beaucoup d'entre nous. Ne dit-on pas d'ailleurs que les voyages forment la jeunesse ? Cette jeunesse, elle nous place justement aujourd'hui face à nos responsabilités, nous reproche d'avoir bousillé la planète, hypothéqué son avenir. Elle nous appelle à davantage de modération, de frugalité, voire d'abstinence dans notre mode de vie et nos déplacements. Mais le tourisme, il est aussi vecteur de développement, d'emploi, de beaucoup d'emplois dans certaines stations, à Genève également, on le sait, et c'est une autre composante essentielle de la durabilité. Alors, peut-on mieux faire rimer tourisme et développement durable, et surtout comment? Eh bien, c'est ce dont nous allons débattre durant l'heure à venir avec Adrien Genier. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de la Fondation Genève Tourisme et Congrès, en poste depuis début 2019. Exactement, 1er janvier 2019. Voilà, juste le temps de s'installer et puis après, voilà, la crise est arrivée. Faire vos armes et se prendre une pandémie dans les dents, on va dire ça comme ça. Samuel Villet, vous êtes responsable du programme Sustainable Durabilité chez Suisse Tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes l'alémanique de la soirée. Merci d'avoir en plus remplacé au pied levé, je crois, votre directrice qui a eu un empêchement, Laetitia Elia, qui est responsable chez Suisse Tourisme de ce nouveau programme dont nous allons parler assez rapidement. Lénaïque Jourdraine, bonsoir. Bonsoir à tous. Decolive, société genevoise qui accompagne les entreprises dans leur transition vers plus de durabilité. On peut dire ça comme ça? Exactement, on va aider les entreprises à réduire leur impact sur les émissions de CO2 notamment. Et puis vous connaissez bien, sauf erreur, le secteur du tourisme. Hein? Exactement, j'étais il y a encore un an de cela chef à l'hôtel de la Paix à Genève. On aura l'occasion également d'en parler plus tard. Et puis enfin, Gilles Marmy, la voix des entreprises de la place, directeur de Palexpo. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous. Ça sera très intéressant de voir ce qui se passe, ce qui peut se passer pour amener plus de durabilité dans les entreprises concernées du côté de Genève. Mais on va commencer par planter le décor avec Adrien Genier. Vous avez, sauf erreur, soufflé le thème de la soirée, ne pas confondre écotourisme et tourisme durable. Vous avez l'impression qu'on fait la confusion générale? Disons que c'est lorsqu'on évoque l'écotourisme, enfin lorsqu'on évoque le tourisme durable, ça a au début commencé par effectivement de l'écotourisme. Moi, je m'y suis intéressé il y a très longtemps, lorsque j'étudiais déjà à HEC Lausanne, et puis le thème justement du tourisme durable et puis de l'écotourisme me touchait beaucoup. Je suis allé au Costa Rica pendant 3 mois pour étudier les premiers sites justement d'écotourisme, qui au départ en fait étaient développés par des biologistes qui voulaient utiliser en fait le tourisme comme une source de revenus pour faire des extensions à des parcs, comme là en l'occurrence au Costa Rica, le parc Braulio Carrillo, qui est le site rara avis qui persiste, donc ça veut dire que c'est une possibilité d'ailleurs. Et souvent, effectivement, lorsqu'on parle de tourisme durable, on a cette image de l'écotourisme. On voit que maintenant d'ailleurs il y a un essor excellent et je suis très content d'ailleurs pour les régions qui en profitent. Hein. Quand on voit le Jura ou d'autres régions. D'où je viens, vous l'avez constaté. Très bien. Mais le tourisme durable, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, et c'est surtout, disons, le défi est encore plus grand dans les destinations urbaines parce que finalement, là où l'impact écologique sociale et puis économique est la plus grande, c'est clairement dans les villes. Donc je pense que c'est important, c'est un petit peu provocateur comme titre de dire le tourisme durable, c'est pas de l'écotourisme, mais effectivement c'est pas la même chose d'essayer de mettre en place un tourisme durable dans une destination urbaine comme Genève, Bâle, Zurich, Copenhague ou d'autres qui sont vraiment leaders là-dedans. Parce que c'est un petit peu plus compliqué, en fait, que lorsqu'on se positionne comme une destination d'écotourisme et que tout le monde a convenu d'emblée que, bien entendu, on va faire tout ce qu'on peut pour aller là-dedans. Donc, voilà.
Alors, une question importante peut-être à Lénaïque Jourdraine, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Effectivement, l'écotourisme, on l'a compris, ce n'est pas juste aller dans des espaces verts comme le Jura par exemple, mais y venir en avion de Chine par exemple, là, ce qui naturellement va complètement déséquilibrer votre bilan carbone. Mais il y a quand même ces trois piliers, cette volonté d'avoir une empreinte vraiment réduite au niveau climatique. En même temps, le tourisme, vous le savez bien, c'est également le développement des emplois. On a vu la crise extrêmement brutale et forte que Genève vient de vivre. Et la dernière chose, l'aspect sociétal, alors ça, les milieux touristiques l'agitent beaucoup, c'est-à-dire la rencontre des peuples, les échanges. Souvent, c'est un peu usurpé parce qu'il faut avouer que quand on va se coucher sur une plage aux Maldives, on n'est pas sûr que l'échange culturel soit vraiment de qualité. Mais c'est vrai que malgré tout, à la base, il y a eu cette volonté de se rencontrer entre les peuples. On le place où, le curseur, Lénaïque Jourdraine? Alors en effet, le tourisme durable, c'est cet impact sur les trois piliers du développement que vous avez cités précédemment. Et on va pouvoir les diviser en 5 thèmes principaux, ces trois piliers. Et on a notamment un label qui le fait très bien, où ils vont travailler sur le management de la qualité. Donc on va regarder la structure opérationnelle d'une entreprise, on va parler de l'ancrage régional, donc créer de l'économie, créer de l'emploi, cultiver les coutumes locales. On va parler également de la santé économique et financière, bien sûr, tout ce qui est la gestion des risques, par exemple, dans les entreprises. On va également faire attention notamment à l'équilibre social, donc l'équilibre en fonction du personnel, de l'harmonie avec les populations locales. Donc vraiment, ça c'est très important, c'est un thème très important pour le tourisme durable. Et puis l'écologie, donc la protection des ressources naturelles, réduire, faire des économies d'énergie, d'eau, on va regarder les achats, faire des achats responsables, etc. Alors tout ça, c'est sur place. On va peut-être effectivement se concentrer d'abord sur les efforts qui peuvent être faits, accomplis par les prestataires touristiques dans leur quotidien, par la destination. Et puis ensuite, on élargira le spectre, puisque bien sûr, je pense que vous avez tous en tête, vous êtes sensibilisés naturellement à ces enjeux, la question de la mobilité qui pèse lourd sur le bilan énergétique et sur le bilan carbonique du tourisme. On y viendra dans un deuxième temps. Mais peut-être au niveau déjà des efforts de la Suisse, elle se situe comment, Monsieur Villet, en termes de durabilité? Bon élève? Bon, c'est pas facile à mesurer comme ça, mais à la fin, il y a beaucoup de ratings aussi internationaux où la Suisse est vraiment top ranked. Donc, d'un point de vue international, on peut vraiment dire que la Suisse comme pays, mais aussi comme pays touristique, la Suisse est vraiment bien placée. Et qu'est-ce qui fait d'elle Adrien Genier? J'imagine que vous avez aussi une idée sur la question. Je précise qu'Adrien Genier est un ancien de Suisse Tourisme. Qu'est-ce qui fait que la Suisse se démarque? Parce que je pense qu'on est peut-être surpris de savoir qu'on est bon élève en termes de durabilité. Pourquoi elle est bien notée en fait? Bon, je pense beaucoup de nos assets, de nos actifs, de nos... sont vraiment directement liés au tourisme durable. Donc, d'abord, vraiment la mobilité. Donc, le transport public, c'est un grand bénéfice du pays suisse au niveau du tourisme. Après, évidemment, on a beaucoup de nature que les gens peuvent voir et voyager dans. Donc, tous ces éléments nous donnent cette position au niveau international. Et vous avez l'impression que ce n'est pas assez connu, puisque vous venez de lancer un programme Sustainable. Certains vous soupçonnent de faire plutôt une opération marketing, parce qu'on nous dit tellement que finalement la Suisse, effectivement, est durable, mais que ce n'est pas assez connu. Donc on vous soupçonne de greenwashing. Vous allez nous convaincre du contraire, peut-être. Qu'est-ce qui a motivé à la base ce programme qui arrive assez tard tout de même, en 2021? Bon, comme vous avez dit, les Suisses toujours sont un peu shy, sont un peu timides, donc peut-être on n'a pas utilisé suffisamment tout ce qu'on a pour nous vendre au niveau global.
Je pense que ça, c'était une motivation, mais l'autre motivation, c'était surtout de lancer un programme, un mouvement dans le tourisme suisse pour vraiment améliorer nos pays, nos secteurs touristiques, pour faire plus durable. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je sais que vous n'êtes pas Martin Heidegger, vous n'êtes pas le directeur de Suisse Tourisme, mais c'est vrai qu'on peut être surpris. La finance, enfin bien d'autres secteurs se sont emparés de la durabilité pour des motifs plus ou moins louables bien avant vous. Pourquoi 2021? Vous ne sentiez pas ou est-ce un effet de la pandémie? Bon, on pourrait toujours avoir pu avant, mais à la fin, je pense mieux maintenant que jamais. Donc, je pense que c'était absolument le bon moment au niveau de la crise. Donc, si pas maintenant, je pense, on aurait raté le temps de lancer. Je vois M. Genier qui souhaite intervenir. Enfin, juste pour dire la démarche autour du tourisme durable, il y a une charte de tourisme durable qui avait été signée déjà il y a longtemps par toutes les régions touristiques. Il y a une démarche qui a été faite, c'était en 2012, si je me rappelle bien, donc il y a à peu près 9 ans. C'était un peu, entre guillemets, une sorte de bonne volonté. Et puis on a vu que finalement, oui, on est des bons élèves, mais effectivement, on est peut-être un peu trop timide et on ne met pas assez en avant cet atout-là. Je regarde, en tout cas pour Genève, il y a beaucoup d'éléments qui sont complètement méconnus, comme le fait que toute l'électricité c'est en énergie renouvelable, qu'on a le projet Genilac, qu'il y a énormément d'éléments qui sont mis en place par Palexpo et puis par d'autres prestataires, donc des petits, disons, prestataires de services. Et peut-être que c'est le moment justement de dire, parce qu'on voit qu'effectivement il y a de plus en plus cette conscience à se dire je vais réfléchir à ma prochaine destination, je vais y aller un petit peu plus longtemps, et puis un des éléments qui va motiver ma décision, ça va être justement l'engagement réel pour la durabilité de ce pays ou cette destination. Est-ce que vous sentez les clients, les consommateurs, les touristes qui poussent aussi? Est-ce qu'on a envie du côté de la clientèle d'avoir des preuves vraiment de l'efficacité, de l'engagement des prestataires touristiques? Oui, absolument. Bon, il y a beaucoup des études qui le prouvent. À la fin, bon, sont les prestataires qui doivent dire si ça vraiment payback, si ça à la fin donne l'argent en retour ou pas. Mais bon, je pense qu'il y a différentes motivations, soit une motivation intrinsique, soit une motivation extrinsique, financière, mais à la fin, c'est important qu'on bouge. Vous les sentez, je vois M. Gilles Marmilla qui souhaite intervenir, je vous donne tout de suite la parole. Vous les sentez motivés? Ça donne quoi en 6 mois d'opération, ce programme, au niveau des prestataires? Oui, absolument. Je pense spécialement les prestataires comme vous, Palexpo. C'est important de donner du spotlight, donner du visibilité à ces prestataires qui ont déjà fait beaucoup à la passée. Donc, avec le programme Sustainable, avec tous ces mouvements, avec notre communication, un des objectifs principaux, c'était vraiment de, comment on dit, belohnen. Récompenser. Ouais. Ceux qui sont déjà bougés et ont déjà fait beaucoup. Alors, Monsieur Marmy, je vois qu'il se tourne vers vous, il vous connaît déjà visiblement bien. Vous avez pris le train assez tôt, sauf erreur, du côté de Palexpo. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous avez entrepris et en quoi êtes-vous devenu plus durable? Alors, bon, nous, on s'y est mis en 1993, donc ce n'était pas du tout un sujet, la planète n'était pas en danger, ou en tout cas, on n'en avait pas la perception qu'on en a au jour d'aujourd'hui. Et puis, on l'a fait par conviction, parce qu'on croyait en ça, parce que c'est une valeur profonde de notre entreprise, et puis on l'a fait d'ailleurs avec beaucoup d'humilité et de timidité. Je comprends votre propos qui dit que Suisse Tourisme ne vient que maintenant avec un label. À Palexpo, on a fait ça tout naturellement pour nous, en fait. Et puis pour répondre à votre question de tout à l'heure, le marché est devenu un marché qui a demandé ça de façon très forte. Par exemple, dans le domaine des congrès, qui est un domaine extrêmement vert et durable, où les attentes sont fortes, les appels d'offres sont faits avec des éléments de durabilité qui doivent être prouvés. Et si vous n'êtes pas à la hauteur de ces attentes-là de votre organisateur ou de votre client,
vous n'avez pas le droit de postuler pour le congrès. Très concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il vous demande le client comme preuve de votre engagement? Ah, mais alors ça peut aller assez loin. Il y a des congrès, par exemple, qui nous interdisent l'usage du mono-usage. Ce sera interdit à Genève à partir du mois de janvier, normalement, dans la ville de Genève. Ça fait quelques années qu'on a effectivement des organisateurs qui nous interdisent de recourir à ça pour le servir le café, par exemple, ou bien qui veulent avoir de l'alimentation qui n'est que de sourcing, enfin d'approvisionnement local, ou qui interdit à leurs exposants d'avoir des goodies et puis le stylo sur lequel il y a la marque, machin, parce qu'évidemment après personne ne garde. Enfin voilà, ils font très très attention à ce genre de choses. Et donc la pression vient, à mon avis, du marché, beaucoup plus que de l'État ou des contraintes de la population, de la perception de la population. Le marché nous demande d'être très vert. Alors heureusement, dans notre cas, depuis 1993, on le faisait naturellement, donc ça nous est facile de continuer. Mais celui qui doit commencer aujourd'hui, c'est une autre histoire. Hein. On a tous en tête, bien sûr, les panneaux solaires qui ornent le toit de Palexpo, mais concrètement, vous avez cité 2-3 mesures. Maintenant, vous en êtes où? Et qu'est-ce qu'il vous faudrait surtout pour aller plus loin? Alors, les panneaux solaires, c'est un partenariat avec les SIG, c'est la deuxième plus grande centrale de Suisse, on a 30 000 m² de panneaux solaires. Et puis, peut-être un de nos très grands accomplissements où on est relativement fiers, en fait, on a économisé l'équivalent de 5,6 gigawattheures d'électricité en une décennie, à année comparable. Peut-être si tout le monde n'est pas à l'aise avec les mesures d'électricité, c'est l'équivalent de 20% de la production du barrage du Seget en une année, ou l'équivalent de la consommation de la commune de Confignon, ou l'équivalent d'un tiers de la consommation de Palexpo, économisé en 10 ans. Donc ça, c'était un très très gros effort pour arriver à faire ça. Et puis, quelle est la suite? La suite, elle est liée à des investissements, parce que peut-être Lénaïque sera d'accord avec moi ou corroborera ce propos, mais la problématique de la durabilité, c'est que les premiers efforts sont très visibles, très marqués, vous gagnez assez rapidement des dizaines de points de succès, puis après vous vous battez pour des points, puis après vous vous battez pour des dixièmes de points, et puis cela, il commence à vous coûter très cher, et très cher en investissement. Et puis là, évidemment, une société, au bout d'un moment, même si on est, somme toute, une grosse société, bon, ça marche mieux avant Covid qu'après Covid, hein, on s'en doute, dans le tourisme. On va en parler, effectivement. Au bout d'un moment, les investissements sont dantesques, quoi. Et là, tout seul, j'ai des doutes qu'on y arrive. Peut-être que d'autres, auparavant, on pourrait aussi dire, Lénaïque, finalement, il y a bien d'autres prestataires, ou Monsieur Genier, j'imagine, à Genève, qui ont déjà beaucoup à faire pour rattraper Palexpo. Alors, est-ce que finalement Palexpo se contente du statut? On parlera plus tard des voyages d'affaires et des congrès, bien sûr, qui posent la question de la mobilité. Ça, c'est un autre gros sujet. Mais au niveau de Genève, Palexpo, bon élève? Ah oui, oui, extrêmement bon élève. D'ailleurs, l'aéroport aussi, même si évidemment c'est extrêmement visible. Et puis, quand on parle de ces questions et justement de la mobilité, il n'empêche que des personnes qui vont dans le Jura, certains vont arriver par l'aéroport. Donc, il ne faut pas non plus que tirer là-dessus. Mais c'est... Encore une fois, comme on l'a dit à l'entrée, lorsqu'on parle de tourisme durable, c'est un peu schizophrénique parce que par définition de l'Organisation mondiale du tourisme, on doit se déplacer, aller en dehors de son environnement habituel. Donc de toute façon, ça nécessite un déplacement, ça nécite aussi un hébergement qui n'est pas celui qu'on habite régulièrement. Donc enfin, il y a toutes ces activités. Mais pour ce qui est des grands acteurs, c'est comme on voit aussi dans le milieu hôtelier, les grands acteurs, la plupart du temps, ils ont déjà fait les investissements. Ils sont réellement déjà des bons élèves. Donc, effectivement, maintenant, il faut encore s'améliorer, mais c'est des investissements qui sont encore plus importants, c'est une mobilisation plus importante. Pour nous, du côté de Genève Tourisme, on a un rôle un petit peu de catalyseur. On essaie d'emmener la destination vers justement un positionnement et puis un renforcement, mais vraiment authentique, d'aller vers plus de durabilité. C'est justement les plus petits acteurs qui sont plus difficiles à impliquer parce qu'ils ont peu de moyens, parce qu'ils ont peu de temps et puis qu'ils n'ont pas forcément les ressources. Donc c'est effectivement des systèmes, des solutions comme Lénaïque propose qui permettent justement d'arriver à ça. Mais oui, la plupart des acteurs qu'on a à Genève et la destination en soi a déjà fait d'énormes efforts. Malheureusement, c'est souvent peu connu. Et c'est peu reconnu parce que, évidemment, voilà, c'est visible et puis on se dit il faut d'abord qu'ils arrêtent leur activité. Lénaïque Jourdren, je vous imagine aller rencontrer les petits hôteliers, les restaurateurs de la place qui sont vraiment sur les genoux, il faut être clair pour certains d'entre eux, et leur expliquer que maintenant ils doivent presser sur l'accélérateur pour être plus durables. Je vous envie pas vraiment, je préfère être à ma place.
Alors oui, en effet, c'est difficile de travailler dans ce contexte, mais le tourisme, on va aider à le rendre plus durable. Le tourisme durable, c'est difficile de le dire aujourd'hui que le tourisme est durable, mais on peut l'aider à le rendre plus durable, et notamment avec des mécanismes de financement intégrés, des labels qui vont amener des fonds pour investir dans la durabilité aussi bien locale même que globale. On a des labels comme Cause We Care, par exemple, qui font très bien ça. Donc on va pouvoir donner des fonds aux différents acteurs touristiques de façon assez concrète, et c'est en impliquant finalement l'hôte dans cette démarche qu'on va pouvoir aller de l'avant tous ensemble. On va essayer d'être très concret parce que je ne suis pas sûre, je vous donnerai bientôt la parole pour aussi nous interpeller, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment très clair pour vous et pour moi. Vous allez voir un petit hôtelier à Genève. Qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Quelle va être la démarche pour qu'il devienne plus exemplaire en termes d'empreinte carbonique, mais lutte contre le gaspillage alimentaire, j'imagine? Il y a toute une panoplie de critères, d'éléments que vous allez regarder? Alors, c'est vrai qu'il y a énormément d'axes d'amélioration, donc tout simplement, il va falloir mettre un plan d'action en place, se fixer des objectifs, et puis avoir un monitoring régulier pour pouvoir avancer, tout simplement. On va également s'aider de labels pour continuer dans cette évolution. Mais concrètement, c'est en termes de, pour qu'on vous comprenne très très bien, hein, concrètement, c'est en termes de gaspillage alimentaire, typiquement les corbeilles de fruits, hein, on imagine aux événements qui finissent à 90% pleines puis qui vont passer à la poubelle, c'est le linge qu'on ne va pas changer tous les jours, c'est encore ça qu'il faut changer à l'heure actuelle? Oui, concrètement, en fait, il faut tout simplement écouter les attentes des clients et ne pas expecter leurs attentes et tout simplement écouter leurs attentes et leur donner ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils demandent. Donc on va vouloir vraiment être personnalisé au niveau du tourisme et pas créer, par exemple, ces corbeilles de fruits où le client va juste la voir et ne va même pas manger un fruit qui finira par pourrir au bout de 2 semaines dans une chambre, par exemple. Qu'est-ce qui plombe le plus, je ne sais pas si l'un de mes intervenants va pouvoir répondre, qu'est-ce qui plombe le plus le bilan environnemental de Genève? C'est dans les hôtels, c'est le trafic, la mobilité, on le sait? Oui, ça dépend de la mesure de calcul. Mais oui, mais vous dites ça par rapport au tourisme, c'est ça? Si on fait le bilan global touristique de Genève, qu'est-ce qui est le plus dommageable en termes d'empreinte? Là, je pense évidemment au climat. Hein. Je ne sais pas s'il y a des données par rapport à ça, mais en effet, je pense que la mobilité a une grande part dans les émissions CO2 du bilan touristique. Ouais. On y reviendra, je vous promets. La mobilité et puis la gestion des déchets. Je pense que c'est 2 éléments qui sont très importants. Là. Il y a encore une grande marge de progression à ce niveau. Dans la gestion des déchets, oui. Ouais. Oui, c'est énorme. Alimentation et boissons. Vous ne pouvez pas faire grand-chose, au fait, Monsieur Genier. Hein. Vous l'avez dit, on est catalyseur, mais vous ne pouvez pas mettre un revolver sur la tempe de vos hôteliers en leur disant « devenez plus durable, ça va payer, c'est ce que veut le marché, eux on le sait, ils sont dans une situation difficile ». Concrètement, comment vous pouvez faire avancer les choses? On peut leur donner quelques outils déjà, leur donner des solutions, parce que la plupart du temps, ils n'ont pas forcément effectivement le temps pour se poser la question et trouver des solutions à ce genre de problème, même s'ils le veulent. Hein. Encore une fois, des grands groupes hôteliers ont déjà des solutions qu'on leur propose, mais nous, justement, notre rôle en tant que catalyseur et puis de facilitateur de ce mouvement, on peut proposer des solutions qui permettent de regarder, d'analyser, puis il y a une personne qui vient, qui passe une demi-journée. Il y a des solutions qui existent maintenant déjà qui s'appellent Too Good To Go, je pense que vous connaissez, qui fonctionnent bien pour des petits établissements, pour les petits déjeuners, comme ça se fait déjà à Genève. Il y a plusieurs établissements qui prennent Too Good To Go pour ne pas devoir jeter simplement les petits déjeuners qui ont été offerts. Alors bien sûr que dans le cas d'un congrès qu'il y a à Palexpo, tout d'un coup, en fin de journée, vous avez 1500 sandwichs qui restent, c'est pas Too Good To Go qui va pouvoir permettre ça, ou alors du coup vous avez une file de 500 voitures, la pollution que ça génère. Enfin, c'est un peu plus complexe, mais pour les petits établissements, c'est ça qu'on peut faire, en tout cas les mettre en contact avec les personnes comme ça. Quel peut être le pouvoir du politique, hein? Vous avez maintenant du côté de Genève une élue verte, hier elle a fait son grand oral à Palexpo devant les entreprises. Est-ce qu'elle peut vraiment initier un mouvement pour aller plus vite, puisqu'on sait qu'il y a urgence tout de même?
Oui, en tout cas pour ce qui est des opérateurs locaux, effectivement, le fait de permettre qu'il y ait des plateformes plus souvent gratuites qui permettent justement d'avoir un conseil, un accompagnement régulier pour des petits établissements, oui, ça c'est quelque chose qui... Je pense que c'est important d'avoir un échange de bonnes pratiques. Il faut qu'on aille tous ensemble vers la durabilité. C'est pas tout seul, chacun de son côté qu'on peut aller à la course à la durabilité. Il faut mettre en place des stratégies. Aujourd'hui, les hôtels, ils mettent en place des stratégies à 6 mois, 1 an. Peut-être la destination va mettre une stratégie en place à 5 ans. Mais la stratégie qu'on veut mettre en place maintenant, il faut penser à 20 ans, 30 ans, 50 ans. On parle de développement durable pour les générations de demain, nos petits-enfants, etc. Si on ne met pas des stratégies en place à long terme tout de suite, on ne va pas pouvoir aller de l'avant. On a les objectifs de la COP21, c'est 50% de réduction des émissions de CO2 à 2030. J'allais vous le dire. Et 100% des réductions des CO2 à 2050. Donc 50% des réductions à CO2 dans 9 ans, c'est demain. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Monsieur Marmy ? Je pense que l'État, le canton, la Confédération sont des bénéficiaires en fait de la durabilité. Et puis l'État a le temps pour lui fondamentalement, parce que si on améliore, on produit moins de déchets, c'est bien de les recycler, mais enfin ce qui serait mieux c'est d'en produire moins. Si on produit moins de déchets, ben, on a des cheneviers qui ont besoin d'être moins gros. Si on a moins de camions sur les routes, on n'a pas besoin de refaire les routes, ou on n'a pas besoin d'ajouter une 3e voie à l'autoroute. Celui qui paye, in fine, tout ça, ça reste l'État. Donc, à mon sens, un des incitatifs, et d'ailleurs la conseillère d'État, Mme Fischer, le disait hier, un des incitatifs vient de l'État. Et le conseiller fédéral Guy Parmelin, aujourd'hui, quand il donne 60 millions au tourisme pour qu'il devienne plus durable, ils l'ont bien compris. J'entends, le bénéficiaire, in fine, c'est essentiellement... Enfin, c'est la planète d'abord et c'est nous, mais celui qui en tire un profit, si on veut s'arrêter à une réflexion économique, c'est plutôt l'État. Donc, que l'État aide maintenant pour récupérer plus tard, j'aurais tendance à penser que ça fait sens. On l'a senti timide tout de même. Je pense que ça a frustré certaines personnes. On l'a senti timide quand il a fallu soutenir les compagnies aériennes et puis qu'on parlait de lier finalement ces soutiens à des engagements plus clair, plus net en faveur du climat, ben là, tout à coup, c'est quand même l'impact économique. On imagine qu'il y a eu un intense lobbying. Finalement, en Suisse, on y a renoncé. Donc, c'est vrai qu'en tant que citoyen, j'imagine, je me fais le relais peut-être de vous, qui êtes dans la salle, ou de vous, je vous salue au passage, qui êtes derrière votre écran, puisqu'on peut également nous suivre en streaming. C'est vrai qu'on a l'impression que en tant que citoyen consommateur, qu'il y a beaucoup de discours, mais que finalement, chacun se tient un peu par la barbichette, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'État intervienne. Quand l'État ficelle dans la douleur une révision de la loi sur le CO2, ben finalement, il y a référendum et puis c'est refusé. Du côté du prestataire touristique, il n'a pas d'argent, il y a eu la pandémie, et pendant ce temps, le compteur tourne. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il faut pas rejeter tout le temps la balle à l'autre. Je pense que les prestataires touristiques font des grands efforts en ce moment, notamment après ce qu'ils ont traversé. Et ça leur permet de se remettre vraiment en question, cette crise aussi, notamment. Grâce à la communication réalisée par Suisse Tourisme, Genève Tourisme, on voit qu'il y a beaucoup d'actions qui se mettent en place. Et des actions, donc partage de connaissances, Too Good To Go, par exemple pour les déchets, on parlait, il y a Kitro qui va monitorer les poubelles des cuisines pour réduire les déchets. Il y a les SIG là, qui sont en train de mener une campagne pour réduire les déchets du canton de Genève. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place petit à petit. Il faut rester optimiste parce que bien sûr la durabilité ça peut frustrer quand même beaucoup de personnes, je pense. Il faut rester optimiste, il faut savoir encourager les gens, il faut pouvoir aussi les récompenser grâce à des labels comme Sustainable. Je trouve que c'est plutôt positif. On va donner la parole à Samuel Villet. Je crois que vous vouliez vous exprimer. Vous avez fait tout ce chemin et que vous faites l'effort de parler en français. Non, juste pour compléter ça, je pense à la fin, il y a beaucoup qui se passe. Et de temps en temps, pour ceux qui font beaucoup, c'est aussi un peu démotivé. Ouais, si ceux qui font déjà des trucs sont critisés pour ce qu'ils font, on peut toujours faire mieux et il faut toujours faire mieux. Mais bon, à la fin, c'est important que ça bouge. Ça doit bouger vite parce qu'on a les problèmes, on doit les attaquer. Mais voilà,
je ne sais pas comment on dit en français, how to eat the elephant, bite by bite. Donc, il faut commencer et attaquer sur tous les... Sur tous les fronts. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de motiver pour tirer tous les acteurs vers le haut. On parlait de démarches d'axes d'amélioration pour le tourisme durable. On a parlé de déchets, d'actions vraiment terre à terre. Mais on peut parler aussi d'expériences plus attractives pour le touriste. Une expérience attractive avant, c'était un ski, un vol en hélicoptère pour être déposé en haut d'une montagne. Demain, pourquoi pas une expérience attractive, ça peut être une lecture de contes des régions montagneuses au coucher du soleil dans la rade de Genève. Donc il faut vraiment un changement quand même de paradigme assez important, je pense, pour la durabilité dans le tourisme. Mais il faut aussi savoir motiver et récompenser ceux qui mettent de l'heure. Et puis ces personnes-là, ils vont être suivis tôt ou tard. Vous avez commencé en 1993. Oui, puis moi j'ai une vision assez optimiste en fait de cette histoire-là. Ok, l'état de la planète, il n'est pas très bon et inquiétant. Est-ce qu'on y arrivera? Enfin voilà. Mais il n'en reste pas moins que cette thématique est maintenant dans le public. Et en tout cas dans mes cercles, dans les cercles économiques, quand je parle avec des collègues, ils le font avec envie, bonne volonté, enthousiasme, motivation. Ils ne se sentent pas forcés de faire quelque chose de durable. Ils ont envie de le faire. Donc chacun fait à l'aune de ce qu'il peut faire, mais chacun y va avec, somme toute, je crois, beaucoup de bonne volonté. Vous avez, pardonnez-moi, vous avez expliqué tout à l'heure que d'abord, les premiers efforts sont très bien récompensés au niveau financier, c'est-à-dire que finalement, si on gaspille moins de nourriture, si on lave moins les choses, j'imagine qu'il y a aussi un retour sur investissement quelque part. Est-ce que c'est aussi une manière d'attirer quelque part le prestataire, puisque finalement, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent? Je ne crois pas. Je crois que la durabilité coûte. À la fin, cette histoire coûtera à tout le monde. Ça coûtera aux clients. Ça ne sert à rien d'acheter un truc bon marché, parce que s'il est bon marché, c'est qu'il n'est pas durable. Il faut acheter un truc cher, qui dure, et puis qu'on va pouvoir réparer, et qui fait sens, qu'on ne va pas simplement changer toutes les 3 semaines. On fait quand même des économies pour des petits établissements lorsqu'ils s'engagent dans un processus de durabilité. Ils économisent quand même. Alors, ce n'est pas énorme si on veut bien, mais n'empêche, il y a quand même un intérêt économique pour certains petits établissements qui, justement, vont minimiser leur consommation énergétique, leurs déchets. Oui, dans un premier temps. Et puis après, si on s'arrête à cette partie-là, je pense qu'on ne règle pas le problème. Après, en fait, dans la réalité, il faut continuer l'action. Et puis la courbe s'inverse et effectivement, il faut y aller avec conviction et puis simplement pour des questions de valeur. Mais aussi, peut-être, c'est le moment de se poser la question de la durabilité de notre effort. Quelqu'un qui touche une prime, par exemple, sur son résultat de l'année, moi, je pense que son impact, il est plus que d'une année. Donc, il n'a pas de raison de toucher sa prime sur un résultat financier de l'année en cours. C'est plutôt stupide dans la réalité. Il faut penser l'histoire un petit peu différemment et puis de façon peut-être un petit peu plus cyclique ou dans un prolongement temporel. Mais je crois qu'ils vont le faire simplement par motivation et engagement. Comme nous tous ici, on y croit, je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs économiques qui y croient simplement. Je vous propose de sonder le public. Je crois qu'il y a des micros. Est-ce que vous partagez quand même ce certain optimisme qui pourrait être un peu nuancé par la partie mobilité? Je meuble pendant que les micros passent la partie mobilité, puisque Palexpo, on n'a pas parlé de l'aspect effectivement encore événementiel et des gros congrès qui amènent des gens de loin. On ne pourra pas faire l'économie, j'ai été gentille jusqu'à maintenant, mais de certaines contradictions tout de même du monde touristique. Mais avant cela, je vous propose de vous exprimer et d'interpeller nos orateurs. Bonjour, je voudrais remercier le festival et les intervenants pour ce soir. J'avais juste 2 points. Le premier, c'était au début de la conversation, vous avez dit que la Suisse était très durable et qu'on est très bien raté. Je mettrais peut-être un petit bémol là-dessus par rapport aux importations de pollution, en gros. Ce que notre consommation a comme impact dans des pays où est produit le bien. Et puis souvent, là, tout de suite, la Suisse est un peu moins bien placée. Et la deuxième question, c'est par rapport à... Vous avez parlé beaucoup d'environnement, gestion des déchets, etc. Mais l'impact social du tourisme et gouvernance. En Suisse, il y a beaucoup d'hôtels de luxe, etc. Est-ce qu'il y a des labels qui suivent ça aussi? Et que ce n'est pas juste des labels verts, mais qu'il y a des labels aussi par rapport au comportement, on va dire, managérial des hôtels?
Merci. Alors peut-être la première question pour Léanaïque Jourdraine, hein, j'imagine, la question de l'impact bien sûr sur de la consommation sur place. Alors, c'est pour ça qu'on veut parler de tourisme durable, on va parler alors d'ancrage local. C'est important de se fournir localement. Il y a des hôtels maintenant qui le font, qui, dans leur politique de durabilité, qui s'engagent à ne pas se fournir dans un rayon supérieur à 150 km. On voit des chefs de cuisine aujourd'hui qui vont faire la cueillette en montagne pour vraiment se fournir au plus près du sol local. Ensuite, au niveau des labels de durabilité, au niveau de l'impact social, on a des labels qui mesurent cet impact social et qui permettent de l'améliorer, comme IBEX First Day. Donc l'impact social, c'est bien sûr le tourisme. On a beaucoup de turnover dans le tourisme. C'est un des gros problèmes d'ailleurs. Il va falloir aussi concilier vie familiale, vie professionnelle, salaire adapté pour les acteurs du tourisme. Ça, c'est très important. Ouais. Vous avez tout à fait raison de l'évoquer, puisque d'ailleurs il y a un gros problème de relève actuellement dans le monde du tourisme qui s'explique beaucoup par la pénibilité du travail qui en plus a été accentuée bien sûr par la terrible période que vient de vivre le secteur. Hein. Monsieur Genier ? Enfin, je ne suis pas sûr si j'ai bien compris la question, parce qu'il y a effectivement l'élément social qui est de l'employabilité, la pénibilité du travail. Moi, j'ai commencé, pour vous dire, c'était complètement illégal si on veut à l'époque, parce que c'était du travail d'enfant. Mon premier stage, je l'ai fait quand j'avais 11 ans, dans le restaurant de mon village. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement interdit. Mais après, j'ai travaillé dans l'hôtellerie et restauration quand j'ai fait ma maturité professionnelle. C'est vrai que c'est un travail qui est très exigeant. C'est vrai que les conditions sont difficiles. On est peu payé. On a souvent peu de récompenses. Alors, c'est une ambiance. Puis il faut être passionné. Franchement, on ne va pas travailler dans le tourisme pour le bonus de fin d'année ou bien pour d'autres choses, mais simplement parce qu'on aime ça. Par contre, il y a un autre point que je trouve intéressant dans le côté social, qui est l'échange entre cultures. Parce que, moi, je suis passionné du tourisme. Depuis que je suis gamin, j'aime ça. Je pense que c'est une activité qui malheureusement effectivement a un impact environnemental, mais qui a aussi quelque chose de très beau, qui est l'échange justement de civilisations, qui est le fait d'aller découvrir l'endroit de l'autre, de partager avec l'autre. J'essaie toujours de faire des voyages où justement j'ai assez de temps pour rencontrer l'autre et puis pas aller sur un resort dans le mauvais sens du terme, parce que même si on veut que Genève soit un resort, mais dans le bon sens du terme, on peut rencontrer les gens, en tout cas pas dans un bateau de croisière. Mais dans l'élément social, et ça c'est pas à minimiser parce qu'on l'a vu pré-Covid, où la plus grande problématique c'était de gérer le tourisme de masse. Et il y avait des destinations comme Barcelone, Venise et autres qui, à juste titre, où les habitants sur place se sentaient complètement envahis. Et ils disaient, mais on ne veut pas autant de touristes. Donc cet élément-là, dans le côté social du tourisme, il n'est pas à minimiser. C'est de se dire, est-ce que finalement, nous, on génère une activité touristique qui finalement donne des retombées économiques, mais est-ce que les gens ont vraiment envie de recevoir d'autres personnes chez eux? Est-ce qu'on a le droit d'amener des personnes chez eux? Et il y avait des banderoles qui étaient incroyables à l'arrivée à Berlin, à l'aéroport, où c'était noté « Welcome to Berlin, now go home ». Bienvenue à Berlin, maintenant rentrez chez vous. On l'a presque senti à Lucerne, hein, à un certain moment. Exactement, j'allais dire à Lucerne, à Interlaken, il y a eu des vrais clashs. Enfin, je pense qu'à Suzo, vous l'avez vu, quoi. Et c'est pas à minimiser, ça. J'aurais une petite remarque, mais j'ai vraiment envie de prendre encore des questions. Mais une petite remarque qui me vient à l'esprit par rapport à ce que vous dites. C'est assez surprenant de voir que le tourisme qui vit du et dans le marketing, finalement, véhicule en Suisse, en tout cas, une image assez biaisée. Hein. Vous parliez du fait que c'était un métier de passionné. C'est vrai que moi, j'entends beaucoup en rédaction, on parle beaucoup de tourisme. Finalement, l'image qu'ont les gens, je ne sais pas si vous l'avez aussi, hein, c'est que non seulement il y a un impact écologique fort, mais c'est vrai que les gens ne sont pas forcément sympas. Ils se plaignent toujours qu'ils n'ont pas d'argent, alors qu'ils doivent sûrement avoir des BMW, voire une Tesla dans leur garage. Il y a tout un travail à faire aussi au niveau de la population pour qu'on vous comprenne mieux et qu'on comprenne mieux votre activité, non ? Complètement. Je pense que l'industrie du tourisme est méconnue. C'est peut-être simplement par le fait que le tourisme, c'est une industrie qui est extrêmement fragmentée. Il y a autant des hôtels de luxe de grandes chaînes que des petits hôtels de famille. Il y a le prestataire dans la chaîne de valeur. Quand vous prenez un événement, vous avez le boulanger, le fleuriste, la personne qui va laver les linges, enfin voilà, toutes les difficile de créer une cohésion. Hein, voilà, il y a pas. Donc voilà, il y a certains éléments. Enfin, c'est votre rôle.
Oui, mais c'est simplement que c'est compliqué. Puis la plupart du temps, on essaye de faciliter le discours. Toujours plus facile de tirer sur quelque chose de très visible que sur quelque chose qui est un peu plus diffus. Donc, et nous, enfin moi, quand je bossais à l'étranger pour Suisse Tourisme, on avait toujours ce problème où les gens disaient ah mais la Suisse est extrêmement riche. De toute façon, c'est que pour les riches. Alors effectivement, c'est pas bon marché. Je dis pas qu'on est une destination, la Suisse d'une manière générale, et Genève encore moins une destination budget. Mais n'empêche qu'il y a des solutions. Mais les journaux, je suis désolé pour vous, Aline Bassin, mais les journaux aiment bien justement prendre un exemple et puis on a ce qu'on appelle la loupe médiatique. Donc la suite la plus chère, elle est à Genève. Bon, on ne dit pas qu'il y a des super possibilités d'hébergement aussi bon marché et puis qu'on peut rencontrer des gens passionnés, des producteurs locaux, des maîtres chocolatiers, des personnes qui adorent leur métier à Genève, des vignerons qui vous invitent dans leur cave. Donc voilà. Nous ferons notre examen de conscience. Une autre question dans le public. Oui, alors je souhaitais, c'était pas vraiment une question, c'était pour rebondir sur ce qui a été dit auparavant, et notamment par rapport à la question de la culture, parce que je développe justement un programme qui s'appelle THQSE, qui a été labellisé niveau 3 par Sustainable, enfin, qui rentre dans le cadre de Sustainable. Précisez juste numéro 3, puisqu'on n'a pas eu le temps d'aller dans le... Voilà, il y a 3 niveaux en fait dans le programme Sustainable, le niveau 1, 2 et 3. Et le label et le programme exactement que je propose de mettre en place et a été du coup, si vous voulez, accepté au niveau 3. C'est-à-dire ça veut dire très bien. C'est le plus exigeant. C'est pas mal. Ça veut bien, dire que très bien. ça veut dire que voilà, si Committed. voilà les entreprises qui s'engagent ou les organisations qui s'engagent dans ce programme-là, une fois qu'elles ont terminé ce programme, accèdent directement au niveau 3 de Sustainable. Et dans ce cadre-là, ce projet est essentiellement tourné vers le milieu culturel, parce qu'effectivement, en fait, comme vous disiez, c'est le fait de créer un écosystème et de fédérer toutes les parties prenantes, notamment touristiques et notamment les théâtres, les musées, les bibliothèques, les médiathèques, tout le tissu culturel. Cela permet aussi de travailler au niveau sociétal, au niveau social, environnemental et de relier justement toutes ces thématiques qui finalement sont extrêmement enchevêtrées. Le tourisme, en fait, travaille avec énormément de secteurs et de domaines, et si les acteurs du terrain sont eux-mêmes impliqués dans ces démarches-là, forcément, le tourisme sera d'autant plus durable. Donc voilà, je voulais juste rebondir effectivement avec ces idées que vous aviez soumises de comptes dans la rade ou des choses qui peuvent être aussi spécifiquement adaptées aux citoyens, donc aux citoyens et aux Genevois qui vont aller peut-être faire du tourisme dans le canton de Vaud, voilà, simplement à vélo. Ce côté tourisme existe aussi et c'est ce que je défends avec ce projet, mais qui regroupe toutes les interventions que vous avez citées. Merci. C'est notre responsabilité de proposer des expériences attractives, différentes et qui reprennent les principes de durabilité. C'est aussi comme un chef de cuisine, quand il va proposer un repas, tout simplement, il peut proposer un repas végétarien ou en diminuant les quantités de protéines et en montrant que oui, on peut très bien manger en mangeant seulement des légumes. Donc on a un rôle éducatif, je pense, vis-à-vis des touristes également. Vous les sentez sensibles, les cuisiniers, vous venez du métier à offrir moins de viande, chercher les produits locaux. On sait que certains, ils sont très sensibles, mais est-ce qu'on peut généraliser cela? Un silence Ça, qui en c'est dit long. générationnel, ça. Moi, je viens de 20 ans de restauration, je peux vous garantir que c'est générationnel. Les jeunes cuisiniers, voilà, ils sont convaincus, ils sont impliqués, ils ont compris les cuisiniers qui sont un peu moins jeunes. C'est culturel. Celui qui avait le droit de toucher la viande ou qui avait le droit de s'occuper des poissons, c'était le meilleur de la brigade. Donc c'est une question de reconnaissance de soi. Évidemment, ils ont un peu de peine avec l'idée que des légumes, ça peut aussi être une bonne idée. Mais ça se fait gentiment. Je profite peut-être pour rebondir sur le propos de mademoiselle et sur le tien aussi, Adrien. On a thématisé les métiers du tourisme comme étant des métiers de passionnés, mais qui étaient des métiers qui étaient en fait... durs, qui étaient mal payés, qui étaient difficiles. Ce dont on vient de parler beaucoup et dans plusieurs propos, c'est des métiers d'éclectisme. Tu disais que ce matin, tu t'occupais d'un site web. Ce soir, tu es en train de faire une présentation. Entre deux, tu as dû avoir une journée qui a eu 1000 tâches différentes.
Moi, j'ai la chance de m'occuper, parce que j'aime bien ça, mais j'ai la chance de m'occuper de durabilité à Palexpo, alors que je suis directeur d'exploitation et que mon job, c'est les opérations et puis que les expositions se montent. Enfin, il n'y a pas beaucoup de métiers où on a autant d'éclectisme et où on a autant d'autonomie de faire autant de choses différentes. Moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne, et je trouve que c'est des très beaux métiers, même si on n'est pas peut-être les mieux payés de toute l'économie. C'est pas très grave, j'entends, on s'amuse plus que les autres, je pense. Mais est-ce que ce contact peut rester qualitatif? C'est une question, c'est une remarque très intéressante que vous faites, parce qu'il ne faut effectivement pas oublier ce pilier très important social qu'on met un peu en retrait, parce que l'économie et l'écologie sont omniprésentes actuellement dans notre espace. Mais est-ce qu'on n'a pas dénaturé quelque part la relation, est-ce qu'elle n'est pas faussée entre le prestataire, l'acteur touristique et puis la clientèle? Je crois que c'est une tendance de fond qu'on voit d'une manière générale, c'est que je suis assez persuadé que les consommateurs de tourisme, les gens qui voyagent, ils ont 4 à 5 semaines par année pour voyager et ils savent ce qu'ils veulent. Maintenant, il faut pouvoir leur proposer aussi ce qu'ils veulent. Il y a des tendances, il y a eu la tendance des années 80 qui était peut-être plus Club Med et puis découvrir à tout va, la tendance fin des années 90 où tout était bon marché et puis on faisait des week-ends dans une ville. Il y a une tendance très lourde maintenant qui est vraiment à des séjours de plus longue durée avec des expériences beaucoup plus authentiques et puis c'est à nous d'accompagner ceci. Mais je pense qu'il y a aussi, on a beaucoup parlé aussi de la responsabilité des prestataires touristiques, mais on parle aussi peut-être un peu pas assez de la responsabilité individuelle, parce que finalement c'est le consommateur qui choisit. Donc je pense que s'il demande un séjour de plus longue durée dans des destinations qui offrent plus de produits locaux, on va les lui offrir. Et puis ça, on voit très clairement dans les congrès, les clients des congrès demandent absolument, et ça a été dit, si on ne remplit pas la case justement de quel est votre engagement en termes de durabilité, on n'est pas du tout considéré. C'est-à-dire que c'est tout de suite, vous êtes en dehors du processus de candidature. Donc c'est aussi après pour la partie du loisir, et ça j'y crois. On voit clairement que le consommateur ou le touriste n'est de loi pas toujours cohérent. On peut ajouter le citoyen qui effectivement renvoie le Conseil fédéral à ses études, par exemple, pour taxer les transports aériens, ce qui va m'amener à parler de mobilité, mais je crois que Samuel Villet, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est juste, comme toi t'as dit, c'est toujours une question d'offre et la demande. Donc, d'un côté, il faut travailler sur l'offre, donc avec tous les prestataires, d'améliorer ce qu'ils sont, les produits, leurs offres, mais à l'autre côté, c'est aussi essayer de changer les autres, ce qu'ils veulent, mais aussi les rendre capables de faire la bonne décision, parce que c'est absolument pas facile de faire. Si moi je vais à Migros, aujourd'hui c'est plus facile parce que je vois est-ce que c'est by plane ou pas. Je connais les labels, j'ai des informations que ce label est plus sérieux et l'autre pas. Donc, au niveau consommation, j'ai ces informations. Au niveau tourisme, c'est plus dur. Mais est-ce qu'on peut se contenter de faire ses devoirs sur place? Je vous l'ai dit, j'ai été gentil jusqu'à maintenant. Vous l'avez dit, les journalistes ne sont pas gentils par essence. Vous avez aussi une grande marge de manœuvre dans votre stratégie d'attraction, de marketing de la clientèle. D'un côté, moi, je vous dirais, mais vous voulez améliorer le bilan en durabilité de Genève. D'un autre côté, on est très content d'avoir des clients du Golfe qui reviennent. Est-ce que là, il n'y a pas une hypocrisie ou une grande contradiction dans le monde du tourisme et quand même votre examen de conscience à vous à faire? Il va falloir faire des choix, non? Ouais, bon, je le prends, je pense, Adrien. D'abord, est-ce que je peux vous demander une question? Combien de pourcents des nuitées, vous pensez, vient de marché extra-européen? Ouais. Extra-européen? Ouais. 20%? Oui, c'est exactement ça. C'est 20%. Donc, souvent, les gens pensent que, je sais pas, c'est moitié européen, suisse et moitié lointain. Mais à la fin, c'est que 20%. Et ces 20% sont
très très important pour l'équilibre économique, donc l'équilibre durabilité, donc pour ces aspects économiques, parce que les autres lointains, c'est eux qui voyagent dans les saisons différentes, c'est eux qui voyagent pas, qui voyagent plutôt à la ville comme Genève, ou les autres Suisses, comme on a vu maintenant, ne voyagent pas vraiment. Donc, c'est absolument pas notre but de grandir ces 20%. Donc, notre but, c'est gérer cet équilibre entre les Suisses, les Européens et le marché lentois. Mais à la fin, au niveau économique, pour tous les prestataires, on a besoin de ces hôtes aussi. Mais pour des régions comme Genève ou Zurich, ils ont besoin de diminuer ces 20%, parce que ce n'est pas 20% pour Genève ou Zurich, la clientèle étrangère. Alors j'ai les chiffres. Et moi, je ne les connais pas. J'ai pris les chiffres pré-Covid. On est à 48% entre la Suisse et l'Europe. Donc Suisse-Europe, c'est 48%, mais Genève a un caractère bien particulier parce qu'il y a toutes les organisations internationales. D'ailleurs, le reste du monde, quand on prend, c'est 25% à peu près, mais c'est spécifique. Mais il n'empêche que c'est quasiment 50% qui sont Suisse et Europe. Après, c'est les pays du Golfe et les États-Unis qui chacun représentent 8,5%. Mais au-delà du fait, pour moi, notre rôle, notre mission de Genève Tourisme et Congrès, c'est de faire la promotion de la destination pour qu'il y ait une activité économique et ensuite d'accueillir les gens du monde entier. On ne pose pas un cadre légal pour interdire à des personnes de venir ici. Par contre, ce qu'on essaie de faire pour arriver à équilibrer et puis toujours avoir une activité qui soit intense en termes de tourisme, c'est d'augmenter la durée du séjour. Moi, j'espère qu'on arrivera à retrouver un niveau de volume de nuitées qui soit tout aussi grand qu'on avait en pré-Covid, mais avec des séjours qui soient plus longs, donc peut-être moins de monde qui viennent, mais qui viennent plus longtemps, qui consomment d'une manière plus qualitative, parce que finalement, et ça aussi pour les hôtels, c'est très intéressant, parce que le coût principal, entre guillemets, c'est au check-in et au check-out, hein, c'est là où il y a beaucoup à faire, et puis lorsque la personne est arrivée, après, si elle reste plus longtemps, on sait qu'elle va aussi profiter plus longtemps de la destination, elle va aller découvrir plus dans la destination, donc au-delà du fait de dire, je veux dire aux Américains, ou bien aux Asiatiques, vous venez pas chez moi, c'est pas intéressant, je préfère leur dire, si vous venez, mais venez plus longtemps, passez un peu plus longtemps et puis découvrez localement. Et là, on doit vraiment leur offrir des expériences attractives à ce moment-là. Oui, complètement. Ouais. Et puis le tissu local, quoi, remettre en avant plus les interactions, avoir des producteurs locaux. On travaille beaucoup avec Lepage, avec la Belle Gerta, avec d'autres, et puis la région, pour que justement on favorise les circuits courts et puis que les personnes, ils les retrouvent sur site et que ce ne soit pas simplement un hôtel qui a une espèce d'élément complètement isolé où on sort pour aller regarder un petit peu la population dehors, mais qui soit vraiment partie complète de l'environnement, de la destination dans laquelle il est. Et la plupart des établissements, vous voyez, aujourd'hui, c'était, je pense que vous avez lu pour l'ouverture du Woodward, qui est le dernier. Alors c'est très très luxe, hein, ma foi, c'est le dernier qui est ouvert, mais il n'empêche qu'il disait que c'est incroyable pour la partie gastronomique, la richesse qu'on a, les produits de grande qualité qu'on a, et puis la proximité qu'il a eue avec les producteurs. Et d'après moi, c'est plus là-dessus qu'on doit travailler que le fait de refuser d'autres. Gilles Marmy, j'imagine que vous attendiez à ce que je vous interpelle. Est-ce que vous n'êtes pas dans une position un peu schizophrène, hein? Vous faites vos devoirs depuis 1993, et je signale au passage que je suis allée chercher des chiffres, et on a souri tout à l'heure quand vous avez dit on ne pensait encore pas tellement, on ne parlait pas tellement durabilité en 1993. J'ai vu des chiffres tout de même impressionnants qui montrent que notre bilan carbonique, nos émissions de CO2 sont de 65% plus élevées qu'en 1990. Hein. Donc vous étiez quand même effectivement relativement pionnier, mais en même temps vous vivez des gens qui viennent de loin, du monde entier. Comment vous allez gérer cette ambivalence, cette contradiction fondamentale à l'avenir ? Bon, nous, notre perception, mais c'est évidemment, je le dis avec humilité, et c'est évidemment démontable, parce que dans la durabilité, on peut prouver à peu près tout et son contraire. Mais notre perception, c'est que
en fait, quand on fait un gros salon, comme le salon de la haute horlogerie ou bien le salon de l'auto, on fait venir le monde entier en une fois à un seul endroit pour qu'il fasse son commerce. Ce qui est nettement mieux que d'avoir chacune de ces sociétés qui envoient chacune ses commerciaux de par le monde, qui font beaucoup d'avions qui circulent, qui ne se voient pas. Évidemment, ce n'est pas facile à calculer parce que ça fait beaucoup de sauts partout. Mais à la fin, si tout le monde vient ici une semaine, ok, ils font leur bazar et puis ils repartent. Ça nous permet de le faire correctement, de le faire durablement. On peut discuter sur les avions, j'ai pas de problème avec ça, mais il n'en reste pas moins que l'impact est moindre. Alors après, on peut se dire, ok, très bien, le faisons pas physiquement, faisons-le virtuellement. Bon, on a essayé tous depuis 18 mois. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça satisfaisant. Évidemment, je viens de l'industrie de l'accueil, donc j'ai plutôt trouvé ça extrêmement stérile d'être tout seul derrière mon écran. Enfin, peut-être nos spectateurs d'aujourd'hui arrivent à trouver quelque chose, mais en tout cas, je pense que ces métiers-là nécessitent la rencontre. Il faut se rencontrer pour vendre quelque chose. Il faut se rencontrer pour vivre une expérience. Il y a un coût énergétique, hein. Il n'empêche de justement retransmettre et puis de faire les événements virtuels. On le voit aussi. Hein. Le déplacement, c'est une chose, mais le coût énergétique. Voilà. Ouais. Je crois qu'elle est... Alors là, il y a eu beaucoup d'agitation. Hein, je le précise parce qu'un chiffre est sorti il y a 2-3 ans qui était effrayant et qui a été depuis remis en question, qui était faux. C'est clair qu'il y a un coût énergétique, mais il est nettement moindre. Quand on voit les bilans carboniques de vol en avion, c'est clair que c'est impressionnant. Allez-y. Oui, normalement, on dit 10 fois moins pour le coût énergétique si c'est en virtuel par rapport en physique. Mais l'essence même de notre métier, c'est de créer des souvenirs. C'est à ça qu'on sert. Hein. Que ce soit marketingment parlant, si vous avez un bon souvenir, vous avez une bonne connotation positive pour la marque. Et puis si c'est pour une histoire de célébration, enfin voilà, c'est toujours... Et posez-vous la question, à combien vous avez participé de mariage en virtuel? Aucun. Parce qu'en fait, vous avez envie d'être là pour boire une coupe de champagne avec la mariée puis la féliciter. Et puis vous créez un souvenir commun. Et puis après, vous faites partie de sa vie. Et c'est la même chose avec un événement. Donc ça vaut la peine de venir. La question sera peut-être dans la mesure, hein, d'aller vers du qualitatif plutôt que du quantitatif. Vous parliez d'événements hybrides, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les gens qui sont en Chine ou aux États-Unis seront peut-être à distance, alors que ceux qui sont plus près se déplaceront. C'est peut-être vers ça qu'on doit tendre. Alors c'est clairement l'avenir. Enfin, Adrien, toi, tu as je crois une stratégie avec les Event Hub en se disant on fait moins bouger les gens de par la planète et puis on les réunit. Peut-être, mettons, Genève plus 4 heures, comme ça ils peuvent venir en train, en voiture, enfin pas forcément, puis ça nous arrange parce que Genève est un tout petit peu plus au milieu de l'Europe que Barcelone ou Oslo par exemple. Et résultat des courses, on réunit les gens là et puis ils sont liés virtuellement avec un autre hub qui se trouve bien plus loin, en Asie, aux États-Unis, enfin voilà. Après, on a des histoires de fuseaux horaires quand même hein, qui facilitent pas la vie. Mais effectivement, l'avenir se sent plutôt hybride. Le virtuel marchera pas, mais l'hybride, oui. Je regarde ma montre parce que le temps file malheureusement et qu'on arrive au terme de cette table ronde. J'aimerais bien encore vous donner la parole si vous avez des questions, des remarques. Ma question a été prise dans les discussions, mais j'en ai trouvé une autre. On parle beaucoup des améliorations au niveau opérationnel chez les prestataires qui ont été faits, par exemple au niveau de l'alimentation qui est proposée, à l'énergie, ce genre de choses, qui sont finalement pas tant en contact, sur lequel le client n'a pas forcément un pouvoir de choix ou ça ne va pas forcément impacter réellement son expérience. Du coup, est-ce qu'il existe des programmes, des stratégies de communication pour valoriser les nouvelles expériences auprès d'un public peut-être plus régional et puis aussi pour encourager l'innovation au sein des prestataires, mais l'innovation pour l'expérience, pour réinventer le tourisme, comme vous le disiez, aller vers quelque chose peut-être de plus qualitatif. Est-ce qu'il existe des mécanismes qui encouragent cela ? Oui, on a des mécanismes qui sont d'ailleurs soutenus par Swiss Tourisme et le programme Sustainable qui vraiment intègrent le client à la protection du climat et à la durabilité au niveau local. Et le client, en investissement au niveau de la durabilité, va pouvoir trouver une expérience encore différente, améliorée, de meilleure qualité. Ce qui est important, c'est vraiment baser notre stratégie, je pense, sur la qualité également et réduire cette quantité. Mais ouais, je pense à la fin, c'est vraiment bon.
Pour moi, le truc le plus challenging, comment on communique tous les efforts qu'on fait. On fait les efforts qu'on les a faits, mais à la fin, on veut aussi avoir un bénéfice communicatif. Et ça, c'est pas toujours facile. Il y a des bonnes questions, des bons exemplaires. Par exemple, Accor, eux, ils travaillent avec une commune en Italie. Ils ont leur olive oil de ça. Ils font toute l'histoire de ça. Donc, ils communiquent avec la commune. Ils vraiment utilisent ce qu'ils font au niveau communication. Mais comme vous avez dit, c'est plus facile avec quelques produits locaux ou produits au niveau social qu'au niveau énergie. Je ne sais pas si vous communiquez votre solar panel très actif. Comme des bons Suisses, on a commencé par être très timide et puis de mettre beaucoup d'humilité, de se dire qu'il y a forcément mieux ailleurs et puis qu'on n'était pas. Et puis en fait, à force de communiquer, on se rend compte qu'on n'est pas si mauvais, qu'on est même plutôt bien placé par rapport à nos confrères, en tout cas européens qu'on connaît bien. Mais on a de la peine à mettre ça en avant beaucoup. On met ça avec humilité. C'est d'autant plus que c'est des sujets difficiles parce qu'on peut toujours faire mieux. Évidemment, c'est toujours critiquable. On peut inévitablement prouver tout et son contraire. Donc on essaye plutôt de convaincre en fait. Notre communication, elle n'est pas tellement pour dire « Ah, vous avez vu, on a fait ça, on est vraiment extraordinaire, on est les brillants génies des alpages ». C'est pas vraiment ça. C'est plutôt de convaincre nos organisateurs, nos exposants, d'emmener tout le monde avec nous. Et je crois qu'à la fin, cette histoire, elle va marcher si l'État, le client, le prestataire, les caisses de résonance marketing, si tout le monde va dans le même sens, là, probablement qu'on a quelque chose qui commence à fonctionner. Lénaïque, le mot de la fin, puisque nous allons devoir malheureusement conclure. Je crois que pour les personnes qui sont là, les intervenants seront à disposition certainement quelques minutes pour échanger. Non, mais pour rebondir sur ce que disait Gilles, c'est vraiment un changement comportemental maintenant qu'on a besoin. Et c'est en encourageant les gens à aller de l'avant qu'on réussira à une transition durable au niveau du tourisme. J'ai quelques toutes petites questions pour conclure, pour savoir un peu concrètement vers quoi on pourrait aller. Adrien Genier, vous me regardez. Pour Genève, croissance ou stabilisation des nuitées? On parle bien sûr de 2019. J'allais dire justement sur quelle année est-ce qu'on se base? 2019 évidemment. Si pour 2020, je connais un peu le tourisme. Non, je pense que si on arrive à retourner à un volume de 2019, ce serait déjà excellent, mais d'après moi, ce sera pas avant 3-4 ans. Et encore une fois, on parle d'un volume du nombre de nuitées et pas forcément d'arrivées. Donc je pense qu'on va aller vers effectivement des séjours qui seront plus longs, autant dans la partie du tourisme d'affaires, de congrès, que du tourisme de loisirs, avec encore plus d'implication des locaux, avec des circuits courts, et puis bien sûr plus d'implication de petits établissements, et puis qu'on puisse les intégrer justement dans toute cette dynamique. Pourquoi pas un moratoire sur l'ouverture de nouveaux hôtels? On a vu pendant la crise que finalement du côté de Zurich, mais vous parliez du Woodward, à Genève, finalement on se retrouve dans une situation où on aura plus d'hôtels qu'avant. Pourquoi pas finalement réguler tout ça? C'est une bonne question, c'est les autres chiffres que j'ai pris, mais vous ne m'aviez pas demandé, je rassure le public, parce que je ne sais pas si vous savez qu'à Zurich, ils sont à 18 000 chambres, et on est à 9 500 chambres, donc on est quand même à Genève, donc moitié moins, et puis qu'en évolution, on a eu entre 2014 et 2019 une augmentation de 500 chambres dans toute la destination. Donc il y a aussi là des choses où on croit que c'est incroyable, ça grandit d'une manière phénoménale, mais en fait on est relativement stable là-dedans. Et puis encore une fois, s'il y a des moratoires, des interdictions, c'est pas notre rôle, ça c'est le législateur qui le met. Nous on fonctionne dans un cadre légal qui est existant. Mais je pense que souvent, on devrait regarder plutôt un petit peu les chiffres qui sont établis, plutôt que dire qu'il faut de toute façon interdire, mettre des taxes ou bien des quotas. Encore une fois, je pense que la demande peut réguler un peu le marché. Sauf qu'on remarque que ça n'avancera peut-être pas assez vite. Allez, transport public gratuit.
Est-ce que ce ne serait pas une mesure assez simple? Le Luxembourg, j'étais au Luxembourg il y a un an, ça c'est en place. gratuit, hein. Ça c'est en place, ouais. Dès que vous passez une nuitée à Genève, vous avez à Genève, mais le type pourquoi pas d'enregistrement. élargir au niveau suisse? On sait que la mobilité, on a parlé de l'avion, mais le plus grand facteur de pollution est clairement la mobilité individuelle en voiture. Hein. Ah, Samuel sourit. Ça coûte cher, hein. Faut discuter. Faut discuter avec les CFF. Ça coûte cher. On est en train de discussion, on est toujours en train de discussion, évidemment, pour trouver des solutions. Je pense une petite step pourrait être pour nos hôtes qui viennent en vol, d'assurer qu'eux, ils sont ici en Suisse en transport public. Donc, si on pourrait inclure le transport public dans les tickets de vol, ça diminue le bilan pour leur voyage ici en Suisse. Ça pourrait être un petit... Bien, on en reparlera puisque du côté du canton de Vaud, sauf erreur, il y a une initiative, je crois, des Jeunes Verts, sauf erreur, je me trompe peut-être sur la nature du parti politique, qui demande la gratuité des transports publics. On va conclure. Merci beaucoup à vous, Gilles Marmy, directeur de Palexpo, Lénaïque Jourdain, d'Ecolive, merci. Samuel Villet, merci beaucoup et je vous laisse vous sauver. Je crois que vous devez retourner à Winterthur. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. En train, évidemment. Et Adrien Genier, faut-il encore vous présenter, directeur de la Fondation Genève Tourisme et Congrès. C'est juste. C'est correct, merci beaucoup. Et peut-être pour conclure, une recommandation de mon côté, un livre très intéressant si vous voulez en savoir plus, qui vient de sortir, je vous le conseille à tous les quatre, Rémi Knafou, géographe français, qui vient de sortir un petit essai, Réinventer le tourisme. C'est passionnant, ça se lit très très bien et c'est vraiment constructif puisqu'il essaye de trouver des solutions qui vont vraiment respecter ces trois piliers. C'est la fin de cette soirée, je crois que nous concluons ce 4e jour de débat et de table ronde du festival Alternatiba Léman. Rendez-vous demain soir à 18h30 à la même place. Bon retour à vous, à ceux qui se sont déplacés, et puis bye bye à ceux qui nous ont suivis de loin. Très bonne soirée à tous. Bonsoir.